Bonjour à toutes et à tous. Je laisse toujours quelques secondes pour que les derniers arrivent et puis on va commencer tranquillement. Bonjour à tous, c'est un plaisir de pouvoir venir vous parler avec, Sophie, de cette question, qu'on a formulée sous la forme du scoring au matching, des éloignés de l'emploi. Comment est-ce que finalement on arrive à rendre compte de cette complexité de l'éloignement à l'emploi et se saisir, d'un point de vue opérationnel, de cet éloignement à l'emploi pour pouvoir avoir des actions concrètes. Trois mots, vous commencez à en avoir l'habitude, en amont juste sur notre structure. On est une association, Loi 1901, et on s'est constitué en laboratoire d'innovation en politique publique d'insertion. Donc tout au long de la chaîne du retour à l'emploi, on essaye de construire des innovations qui permettent d'améliorer un petit peu, de fluidifier ces parcours. Et donc aujourd'hui, on va être Sophie et moi-même pour vous parler un petit peu de ce sujet. Donc Sophie qui est notre experte sur l'ensemble des sujets qui sont reliés aux populations éloignées de l'emploi, et moi qui dirige la stratégie du laboratoire et qui est une dimension orientée entreprise. Et je vais voilà, juste vous présenter en trois mots. On va démarrer quand même par quelques prérequis qui sont nécessaires pour pouvoir avancer sur la suite. Donc, reparler un petit peu de la définition de l'éloignement à l'emploi. On va essayer d'aller assez vite sur cette partie-là. Pour pouvoir vraiment prendre le temps sur ce sujet de la levée des freins, de l'éloignement à l'emploi, de cette question du scoring qui vous a peut-être fait toucher un petit peu ces sujets. Et on va démarrer, ce qui va me permettre de rendre la main à Sophie par un petit sondage. Oui, alors pour lancer un petit peu le sujet, la première question qu'on voulait vous poser, c'était de savoir parmi les bénéficiaires du RSA, quel pourcentage va éprouver des difficultés sociales trop importantes pour pouvoir envisager un accompagnement vers une insertion professionnelle. Normalement, le sondage est lancé, et donc la réponse A, 15%, B, 22% et C, 38%. Et normalement, le sondage est en cours. Alors, on est partagé entre 22 et 38. On dirait que 38 prend l'avantage. Bon, on est retourné à 50-50. Alors, effectivement, on est sur 38%. Et donc, en fait, ce chiffre, il vient de l'orientation en social des bénéficiaires du RSA. Et donc, c'est un accompagnement vraiment qui exclut la thématique professionnelle parce que les freins sociaux semblent être trop lourds pour pouvoir envisager le retour à l'emploi. Alors, nous, on est un petit peu partagé sur cette vision. Effectivement, parfois, on a des freins très, très lourds qui empêchent un retour à l'emploi. Une hospitalisation, par exemple, ça paraît compliqué. Mais de manière générale, les freins et sociaux et professionnels et parfois les deux, en fait, cette frontière-là, elle est un petit peu poreuse. Et on va en parler un petit peu. Là, on va revenir sur la définition de ce que ça veut dire être éloigné de l'emploi. Ou être proche de l'emploi. On peut prendre dans les deux sens. Et j'ai mis un schéma ici qui est très classique, c'est la manière lambda, on va dire, de l'envisager, avec d'un côté donc des personnes éloignées de l'emploi, de l'autre l'emploi, et puis on va retrouver tous les freins. Et en fait, c'est le fait de lever ces freins au retour à l'emploi qui progressivement va venir nous rapprocher de l'emploi, avec des freins très sociaux d'un côté et plus on sera sur des freins professionnels. Je vais passer la slide. Et on va regarder un schéma qui est similaire, mais qui apporte de nouvelles choses. Alors la première, c'est qu'il y a une flèche qui va aussi dans l'autre sens, parce qu'on peut se rapprocher de l'emploi, mais on peut aussi s'en éloigner. Et ce n'est pas parce qu'on progresse qu'on va aller que dans un sens. Il y a des accidents de parcours qui peuvent venir par ici, sur les parcours. Et j'ai rajouté donc deux autres formes d'emploi en dehors de l'emploi en entreprise ordinaire. On a l'entreprise inclusive et l'insertion par l'activité économique. Et en fait, donc on voit bien que sur ce schéma, elles sont plus proches des personnes éloignées de l'emploi. C'est-à-dire que c'est les entreprises qui, de par leur inclusivité ou leur forme, parce que l'IAE c'est quand même particulier, se rapprochent des publics les plus éloignés de l'emploi. Donc en fait, ça va un petit peu dans les deux sens. Et puis vous avez une flèche en dessous qui est là
pour parler un petit peu de la prévention aussi qu'il y a autour des freins au retour à l'emploi. C'est pas parce qu'on est en emploi que qu'on en est proche ou qu'on y est pour de bon. Et finalement, on a aussi une forme de prévention, une forme d'attention à avoir sur tout ce qui est thématique de maintien en emploi. Alors, si je rends la parole à Maxime, du coup, sur la suite. C'est ça. L'enjeu, c'est juste par cette slide de vous parler un tout petit peu d'exemples qui sont très concrets et parlants sur comment est-ce qu'une entreprise peut réussir à se mettre à disposition justement de populations qui sont plus ou moins éloignées de l'emploi. Est-ce que mes sujets en tant que personne éloignée de l'emploi, ils sont liés à la garde de mes enfants? Et est-ce que l'entreprise, en réalité, peut mettre en place des crèches d'entreprise qui vont me solutionner ce sujet-là? Ou me permettre d'adapter certains horaires, notamment le mercredi par exemple, le temps que je trouve mes solutions de garde. Est-ce que l'entreprise peut avoir des sujets liés au logement de fonction, mettre en place des navettes pour faciliter la mobilité, travailler un sujet de formation en interne ou d'accompagnement à un parcours de formation qui me permet de structurer des compétences qui vont me permettre de, me renforcer dans mon emploi, me rendre plus en capacité de réaliser cet emploi ou un autre emploi. Ça va être aussi tout ce qu'on va travailler sur les questions des processus de recrutement où on peut justement faire attention à la manière dont on vient sélectionner un certain nombre de profils et comment est-ce qu'on réussit à s'ouvrir à des profils qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Et puis il y a un grand sujet du coup du maintien en emploi qui va pouvoir venir toucher énormément de choses. Et peut-être un point assez parlant et qui nous paraît important, c'est cette question aussi de toute la charge mentale, de tous les sujets qui peuvent impacter la psychologie des personnes, qu'elles soient en cours de retour à l'emploi ou en emploi. Par exemple, des personnes qui sont dans l'aide à la personne et on a des structures qui mettent en place des groupes de parole entre professionnels pour pouvoir libérer cette parole et potentiellement décharger une partie de cette charge, ce qui facilite très fortement le maintien en emploi de ces personnes. Bien sûr, liste non exhaustive. L'enjeu, c'est juste d'ouvrir cet éventail-là, de comment est-ce que finalement une entreprise, elle peut jouer elle-même sur les freins au retour à l'emploi et c'est pas forcément que à la personne de venir travailler sur le sujet. Ce qui nous amène à notre second sondage de l'échange sur la part des places d'accueil en établissement des jeunes enfants représentant dans les crèches d'entreprise. Est-ce que c'est 3,2 Je vais ouvrir les votes. Est-ce que c'est 3,2% des enfants qui sont accueillis en crèche d'entreprise? Est-ce que c'est 8,7% qui sont accueillis en crèche d'entreprise? Ou est-ce que c'est 16,8% qui sont accueillis dans ces crèches d'entreprise? Je vous laisse quelques secondes. Pour l'instant, on est à 3,2%, donc plutôt une impression d'une part très faible des populations qui seraient dans ces crèches d'entreprise. Ça vient s'ouvrir un petit peu sur le 8,7. On se retrouve un petit peu à moitié-moitié. On va arrêter les votes là. Effectivement, on se retrouve quand même dans l'état actuel des choses à 8,7% des places en crèche finalement qui sont portées directement au sein des entreprises. Donc on n'est pas sur un volume qui est négligeable au regard de l'ensemble des places de crèche sur le territoire français. Et peut-être, du coup, pour vous parler un petit peu de cet écosystème qui vient travailler les populations qui cherchent à retourner à l'emploi pour les rendre compatibles aux entreprises, finalement, cet écosystème, c'est aussi un écosystème qui est disponible auprès des entreprises pour aider à mettre en place un certain nombre de choses. Donc, ça peut prendre un certain nombre de formes différentes et on peut travailler des partenariats qui y sont associés et qui permettent à l'entreprise de mieux comprendre là où ce serait pertinent en fonction de ses spécificités, des spécificités du territoire, de là où elle est, de sa propre culture, etc. Qu'est-ce qu'il serait pertinent à mettre en place comme partenariat pour pouvoir avancer sur le sujet? Il y a un grand volet pour nous qui est cette notion de bon conseil au bon moment. À quel moment est-ce que la personne doit avoir une porte qui lui est tendue et de même finalement pour l'entreprise et potentiellement d'adapter cette orientation en fonction de l'acteur, de la structure. Et donc, on a toujours de nouveau ce miroir entre cette orientation qui peut être faite
par l'ensemble de cet écosystème, mais vers qui, quand, comment, et ces entreprises qui peuvent se mettre à disposition de cet écosystème, à quel moment du parcours finalement on crée des compatibilités entre l'écosystème et l'entreprise. L'enjeu de ce discours-là, ou plutôt les enjeux sur ce discours-là, c'est de se dire que peut-être qu'on est en capacité de recruter plus tôt dans les parcours et qu'on a un cheminement qui nous amène habituellement à se dire il faut lever tous les freins et donc il faut rapprocher très fort la personne de l'emploi avant de la connecter à l'entreprise, alors qu'on pourrait créer des parcours un peu plus mixtes qui permettraient de recruter un peu plus tôt, mais d'accompagner de la levée des freins au sein des structures. Euh, Tout ça dans une optique aussi de sécuriser le retour à l'emploi, puisque tout ce que je me rends en capacité en tant qu'entreprise d'accompagner comme lever des freins, bah, finalement, je suis aussi en capacité de le mobiliser pour maintenir mes équipes au sein de l'emploi qu'elles ont, puisque si un jour elles ont un accident de vie qui vient leur apporter ce frein alors même qu'elles sont en emploi, bah, je serai déjà en capacité de venir accompagner ce sujet au-delà de toutes les questions de valorisation de l'entreprise dans sa posture vis-à-vis de la société. Et je vous rassure, on en a fini pour cette première partie sur un peu les prérequis et on va pouvoir vraiment rentrer, et je rends la main à Sophie, sur la question de ce degré d'éloignement à l'emploi, de cette classification. Merci Maxime. Du coup, alors l'idée pour nous avec cet outil, c'était vraiment de pouvoir réussir à rendre compte de ce que ça veut dire et de ce que ça ne veut pas dire être éloigné de l'emploi, et de pouvoir rendre compte d'une progression aussi dans le parcours, c'est-à-dire que on passe pas de je ne suis pas à l'emploi à je suis à l'emploi. Entre-temps, il y a plein de choses et entre-temps, il y a tout un processus. Et aujourd'hui, c'est assez difficile de pouvoir le mettre en avant, ce processus-là. Donc, c'est un peu ce qu'on a cherché à faire. L'outil, il fonctionne comme ça. La première chose qu'on fait, donc en tant que structure d'accompagnement, en tant que personne qui reçoit du public, c'est de réaliser un diagnostic. Donc, on va pouvoir identifier un certain nombre de freins au retour à l'emploi. On en a cité quelques-uns en début de webinaire. Donc, ça peut être la santé, ça peut être des freins familiaux. Et ces freins, ils peuvent être à la fois sociaux ou professionnels, mais en tout cas, ils sont présents, on les identifie. À chaque frein va venir en face une action qui va permettre de lever le frein. Si je prends un exemple, par exemple, j'ai un problème avec la garde de mon enfant, bah, la première action, ça va être d'identifier le bon chemin de garde, le bon process, et puis la bonne solution, pardon. Et la deuxième chose, ça va être effectivement de mettre cette solution en place. Si j'ai décidé que c'était la crèche qui m'intéressait, il faut que je trouve une place en crèche. Et donc, on va lister un certain nombre d'actions. Et en fonction de ces actions-là, pour chaque action, on se pose une question, c'est de savoir à quel point c'est nécessaire au retour à l'emploi. Est-ce que, par exemple, passer mon permis de conduire, j'en ai 100% besoin pour retourner à l'emploi, ou est-ce que ce serait mieux, mais je peux faire autrement, avec le bus, avec le vélo, y aller à pied. Voilà. Si j'habite en ruralité, évidemment, l'impact de ce frein, il n'est pas le même que si j'habite en ville, sur la mobilité en tout cas. Donc, à chaque fois, on se pose la question, ça permet de prioriser les actions. Et puis, ça permet de faire ressortir, en fonction de la priorité des actions, un plan d'action. C'est-à-dire qu'on va avoir les actions qui m'empêchent complètement de retourner à l'emploi. On va essayer de les régler au plus vite. Et puis, à côté, on a celles qui vont faciliter mon retour à l'emploi. Et puis, d'autres qui sont quand même importantes, celles qui vont sécuriser mon retour à l'emploi. C'est-à-dire que, oui, mon permis de conduire, je peux le passer une fois que je suis en emploi. Ce sera peut-être même plus simple de le passer, déjà pour le financer, c'est quand même un coût. Mais si jamais j'arrive finalement à avoir ce permis, cette voiture, ça va sécuriser mon retour à l'emploi, parce que peut-être que prendre le train tous les jours, 2 heures par jour, je ne vais pas réussir à le tenir dans le temps. Donc, ces actions-là, il faut qu'elles apparaissent quand même dans le plan d'action, mais on est conscient que c'est à réaliser post-retour à l'emploi. Et puis derrière, on va essayer de mettre un score derrière toutes ces actions. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus pratique pour vous parler de ce score. Je pense que c'est la slide suivante quand même, avec des exemples très concrets. Si je prends l'exemple de la maîtrise de la langue, c'est un frein de ne pas maîtriser le français pour retourner à l'emploi. Ça n'empêche pas toujours et entièrement le retour à l'emploi. Mais bon, voilà, c'est une action à réaliser.
ça peut être pour 2 raisons. Donc là, vous voyez sur mon petit tableau, il y a soit, en fait, je maîtrise pas le français, donc ça peut être, par exemple, les situations migratoires. Et puis, il y a je ne maîtrise pas le français, à l'écrit, donc les situations d'illettrisme qui sont aussi visées. Donc c'est quand même 2 situations différentes avec 2 actions différentes. En face, dans mon tableau, vous voyez un petit score. Donc, vous voyez apparaître 24, 34, 36, 36. Si je m'arrête sur la première ligne, voilà, donc recevoir des cours de langue. Donc là, c'est dans une situation d'une personne qui ne maîtrise pas le français ni à l'oral ni à l'écrit. En moyenne, on va avoir 24 semaines de cours de langue pour commencer à maîtriser un petit peu le français à un niveau suffisant qui permet de retourner à l'emploi. Donc 24, c'est pas un chiffre qui sort du chapeau, c'est un nombre moyen de semaines. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, mon score, une fois que j'aurai additionné toutes mes actions, va s'exprimer en semaines, parce que sinon ça devient assez ridicule. Vous n'allez pas dire à une personne, bon bah voilà, dans 158 semaines, peut-être que vous pourrez retourner à l'emploi. C'est pas du tout le propos. Le propos, c'était de pouvoir se baser sur des chiffres qui viennent de quelque part. Voilà. Et puis derrière, en fonction de l'impact, par exemple, là, du cours de langue, à quel point je peux retourner à l'emploi sans passer par ces cours de langue, eh ben, on va diminuer ce score. C'est-à-dire que si jamais je décide de prendre des cours de langue, je dis n'importe quoi, mais après mon retour à l'emploi, ben là, je vais retenir qu'une partie infime de ce score. Par contre, si jamais je me rends compte que pour le métier que je veux exercer, c'est impossible de l'envisager sans prendre ces cours de langue, je vais retenir 100% de ce score. Donc, en fonction de l'impact, on va venir ajuster le score qui est préidentifié ici, qui est un score de référence. Et puis, de toute façon, la personne qui accompagne le bénéficiaire va pouvoir ajuster. Il y a une marge de manœuvre qui est accordée aux professionnels sur cet outil en se disant, bah, par exemple, il parle déjà 5 langues, donc apprendre une nouvelle langue, bah, ça va être plus facile pour lui que pour quelqu'un qui n'a pas ces habitudes-là déjà en tête. Sur mon petit tableau, on voit apparaître en violet 2 autres lignes dont je n'ai pas encore parlé, qui correspondent donc à la nécessité de trouver soit un emploi adapté à un niveau de langue qui est faible, soit un emploi adapté à l'illettrisme. En face, on a aussi des scores qui sont globalement le nombre de semaines nécessaires et majoré en moyenne pour retrouver un emploi. Et en fait, quand on voit apparaître ça, c'est aussi l'idée de se dire, par exemple, si je prends l'exemple, la personne accompagnée et illettrée a besoin de trouver un emploi adapté à son illettrisme. Si on a en face une entreprise qui a adapté un certain nombre d'emplois aux situations d'illettrisme, il y a des choses qui existent, notamment le langage FALC, alors c'est facile à lire et à comprendre, qui permet d'adapter des postes, adapter des supports écrits. Et ben en fait, ce sera cette action-là, elle va être facilitée. Donc, ce score de 36 va diminuer. Et si ce score diminue, ça veut dire qu'en fait, l'entreprise, de par son action, est en capacité de rapprocher un certain nombre de personnes de l'emploi. Non pas parce que la personne aura fait aura pris ses cours de langue et passé tout son temps à ajuster ça, mais parce que l'entreprise se sera ajustée à elle. Donc, on a 2 niveaux. Le bénéficiaire se rapproche de l'emploi en réalisant des actions, mais certaines entreprises, de par leurs actions, peuvent aussi rapprocher les bénéficiaires de l'emploi, en tout cas d'emploi, dans des entreprises que nous, on appelle entreprises inclusives. Voilà pour cette partie. Ce qui est intéressant peut-être juste à vous évoquer là-dessus, c'est que quand on parle effectivement d'un outil, il y a quelques lignes qui sont présentées, mais l'idée c'est que on a construit une grille de lecture qu'on pourra vous envoyer. Il faut juste que vous cliquiez sur le bouton pour qu'on vous envoie les documents qui seront adaptés à qui vous êtes, si vous êtes une entreprise, si vous êtes une structure d'accompagnement ou autre. Mais l'idée c'est qu'il y a une grille complète qui vient passer sur l'ensemble de ces freins, mais pas en les lisant comme des freins, en les lisant comme des plans d'action. Et comme l'évoquait Sophie, ensuite, les estimations qui sont associées vont être adaptées en fonction de votre territoire, en fonction de vous, votre entreprise, qu'est-ce que vous êtes en capacité en réalité de rapprocher. Et donc, c'est l'adaptation de cette grille par rapport à qui vous êtes et à ce que vous pouvez faire qui va être intéressant pour pouvoir réajuster quelles sont en réalité les actions qui sont à lever en amont, pendant et après le retour à l'emploi et rendre compte de cette à l'emploi.
Alors, si je passe à la suite, en fait, l'idée, c'est aussi d'expliquer un petit peu pourquoi cet outil, c'est quoi l'objectif de tout ça. Donc, la première chose, pour nous, ce qui était important, c'était de rendre compte de la diversité des parcours qui peut exister et des spécificités de chaque situation. Quand on fait un diagnostic, c'est pas le tout de dire j'ai un problème de mobilité. Problème de mobilité peut être multiple. Ça peut être j'ai pas le permis, ça peut être j'ai pas les moyens de mettre de l'essence dans ma voiture. Ça peut être ma ligne de bus, en fait, les horaires sont pas adaptés au métier que je recherche. Enfin, tout ça, il faut rentrer un petit peu plus dans le détail pour comprendre aussi l'impact de chaque difficulté dans le parcours de réinsertion. Et c'est ce que cet outil essaye de faire et permet de faire. Ensuite, notre idée aussi derrière ça, c'était de comprendre quelles sont les actions prioritaires, de les mettre en lumière pour pouvoir mettre en lumière quels sont les acteurs en face qui vont pouvoir aider les personnes à réaliser des actions. C'est pas le tout de dire, encore une fois, voilà, la mobilité, c'est un exemple assez facile. J'ai un problème de mobilité. L'idée, c'est de dire, j'ai ce problème de mobilité et c'est cet acteur qui va me permettre de le lever. Et tout ça, frein par frein, difficulté par difficulté, action par action. Donc, avoir une orientation qui est vraiment dédiée aux actions que j'ai à réaliser. Ensuite, une grande thématique de cet outil, c'est quand même la mesure. Mesurer l'éloignement à l'emploi et surtout mesurer la progression dans les parcours. Je le disais en tout début de webinaire, on passe pas de je ne suis pas en emploi à je suis en emploi. On a des tas d'acteurs aujourd'hui qui accompagnent le retour à l'emploi et qui sont évalués sur des choses assez rudes, savoir la sortie positive vers l'emploi ou l'accès à une formation qui va être qualifiante, par exemple. C'est aussi des manières d'évaluer l'efficacité d'un dispositif. Nous, notre propos, c'était aussi de dire peut-être que on va avoir un premier dispositif qui va venir prendre en charge une personne, que ce dispositif va permettre un rapprochement à l'emploi, une progression du bénéficiaire, et que derrière, un autre acteur va venir prendre le relais. Et que, au final, on va peut-être arriver finalement à l'emploi. Et ce qu'on essaye de montrer, c'est que c'est pas uniquement l'action de l'acteur qui permet et qui peut valider cette sortie positive qu'il faut mettre en valeur, mais c'est aussi les parcours multi-acteurs, la complémentarité des acteurs et le fait de réussir à progresser. Puis cette progression, elle est à la fois importante pour les structures qui accompagnent, mais c'est aussi important pour le bénéficiaire de pouvoir visualiser sa progression dans son parcours et de se dire, voilà, j'avais tant d'actions à réaliser, j'en ai déjà fait la moitié. Oui, je suis peut-être pas encore au point d'être en emploi, mais en tout cas, je m'en approche et ça va dans le bon sens. Donc là, j'ai parlé de plein de choses. En fait, je suis pas du tout en train de suivre mes points. La valorisation de l'accompagnement, donc on en a parlé. Valorisation de l'action du bénéficiaire, parcours multi-acteurs, très important. Et puis, ça incite aussi à agir collectivement, à se dire, on va tous pouvoir être en mesure de se dire, j'ai apporté ça. Et ce bénéficiaire, il n'est pas à l'arrêt dans son parcours. Il est en train de progresser, il est en train d'avancer et on a un plan d'action très clair et on peut se le partager entre acteurs. Dire, voilà, moi j'ai pris telle action, toi tu prendras telle action et ensemble on va réussir à un petit peu tout cocher et à arriver à l'objectif final. Et puis, donc nous, en tant qu'association, puis donc on fait partie du pôle qui s'appelle Pôle Laboratoire, on est très sensible donc, à tout ce qui est démarche d'expérimentation. Notre objectif, c'est de trouver des solutions qui permettent de rendre compte de ce que ça veut dire le monde de l'insertion professionnelle, les accompagnements et comment on favorise tout ça. Donc aujourd'hui, cet outil, il existe dans une version qui est à peu près opérationnelle, hein, mais notre idée, c'est vraiment de pouvoir le faire vivre sur le terrain, de pouvoir le tester avec des acteurs qui accompagnent du public. Donc là, on commence, on en est là de notre expérimentation, et puis de l'adapter en fait. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, nous, on a identifié un certain nombre d'actions, il y en a quand même plus de 80. Mais pour certains acteurs, ils vont pouvoir venir compléter cet outil, adapter l'outil avec nous, bien sûr, en complément, à leur pratique pour vraiment que ça s'accorde. Et derrière, on cherche par les résultats de l'expérimentation aussi à mesurer l'impact des accompagnements et l'impact des dispositifs qu'on aura en face. Je ne sais pas si j'ai été exhaustive, peut-être pas, Maxime, tu peux... Oh, si, globalement, tu as allié beaucoup de choses. Peut-être un élément simplement tout simple pour reprendre un tout petit peu de hauteur. Volontairement, on a été taquin avec le titre du webinaire, du scoring au matching. L'idée aussi, c'est de faire comprendre que finalement, une personne, au regard de l'ensemble de cette grille, elle va effectivement avoir un score d'éloignement par rapport à ce qu'elle a à faire. Mais ce score, en réalité, il est complètement à nuancer en fonction des actions qui sont potentielles sur le territoire et de ce que l'entreprise est en capacité de venir proposer. Et donc finalement, une personne n'a pas un score fixe attribué, elle a un score relatif au projet qu'elle vient construire, à ce à quoi elle est prête à accéder et à ce à quoi les entreprises du territoire sont prêtes à mettre en place également. Et donc peut-être pour revenir sur du très concret, je suis une entreprise, comment est-ce que je peux me saisir de ce sujet, de ces outils? La première manière, c'est d'avoir un peu un visuel, une prise de conscience de l'ensemble des actions potentielles qui sont nécessaires au retour à l'emploi de quelqu'un ou au non-éloignement à l'emploi de quelqu'un, si je parle du maintien en emploi, et de prendre conscience de, ah bah oui, effectivement, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je suis incapable d'agir, et un certain nombre de sujets sur lesquels, sans le savoir, j'agis déjà en tant qu'entreprise. Donc j'ai déjà une part d'action de structure qui me rend plus inclusif que d'autres parce que j'agis déjà sur un certain nombre de sujets, et peut-être que je peux choisir de me saisir d'autres sujets. C'est un peu ça le premier niveau d'intention. Le deuxième niveau d'intention pour une entreprise, c'est de se dire, comme je suis en capacité d'avancer là-dessus, est-ce qu'en réalité, c'est pas un élément différenciant, un élément que les structures de l'écosystème insertion qui pourraient m'envoyer des publics, ce serait intéressant qu'elles soient au courant que moi je suis capable d'avancer ces sujets-là, parce que ça va les aider à m'orienter les bons publics. Les publics qui vont être suffisamment proches de l'emploi au regard de ce que moi je suis capable de proposer en tant qu'entreprise pour pouvoir les récupérer. Et donc c'est vraiment ça aide à cette lecture, ça aide à savoir quoi mettre en place, mais ça aide aussi à la mise en relation avec l'écosystème et à la bonne relation. Pas juste à ce qu'on nous envoie des gens, mais à ce qu'on nous envoie des gens qui vont matcher avec l'état de ma structure. Et si je suis une structure d'accompagnement de manière générale, en réalité, l'ensemble des structures qui sont associées à ça, là, potentiellement, c'est comment est-ce que je peux concrètement tester cet outil opérationnel. Sophie l'évoquait, alors quand elle disait qu'il était plus ou moins opérationnel, c'est parce que la forme d'un Excel, d'une grande grille de lecture, n'est pas forcément toujours adaptée aux conseillers en accompagnement sur ces sujets. Pour autant, en réalité, voilà, le fond de tout ce travail-là est à disposition, et on vient travailler avec chacune des structures qui rentrent dans ce schéma d'expérimentation, les courroies d'ajustement, de pédagogie et de construction des outils pour qu'ils soient utilisables par les différents professionnels. Et donc là-dessus, on peut juste venir discuter sur le sujet. Donc voilà un peu ce dont on voulait vous parler pour essayer de rendre compte on note à tout va aujourd'hui dans notre société. Tout le monde a une note. L'idée pour nous, c'est pas de mettre une note sur une personne, mais c'est de pouvoir rendre compte de cette complexité en rendant accessibles ces publics et les parts d'accompagnement de ces publics dont l'entreprise peut se saisir. Je ne sais pas si Sophie, tu voulais dire un dernier mot. Écoute, non, ça me paraît pas mal. On va, je pense, passer à un temps de questions-réponses. Si vous avez des questions, on sera ravis de pouvoir y répondre. Ouais. Je vois une question de Stéphanie. En tant que professionnel de l'accompagnement, comment repérer les entreprises suffisamment inclusives pour embaucher des personnes, peut-être pas si éloignées de l'emploi, mais dont certains freins sont encore présents?
Ouais, c'est une bonne question. C'est pas forcément évident, justement, à identifier quelles sont les structures qui ont déjà justement un cheminement sur ce volet. Je pense qu'il y a plusieurs réponses là-dessus. Il y a un certain nombre de regroupements d'entreprises, de clubs d'entreprises qui travaillent spécifiquement à ces sujets. Il y a les clubs, les entreprises s'engagent qui sont sur l'ensemble des territoires, mais en réalité, il y a une pluralité très forte de types de clubs au local. Et donc, bah, potentiellement, se rapprocher des clubs d'entreprises existants pour voir ceux qui travaillent sur ces sujets. Il y a aussi, du coup, des travaux qui sont mis en place, soit au niveau des métropoles, soit au niveau des départements, pour un peu recenser quels sont les clubs qui travaillent sur quoi. Et donc, normalement, c'est des travaux qui sont mis à disposition des acteurs du public pour permettre une meilleure connexion quand ces entreprises travaillent sur ces sujets. Et puis le dernier volet, c'est finalement presque plus dans l'autre sens, c'est comment est-ce que l'entreprise peut expliciter qu'elle se rend disponible à ces sujets. Et en général, quand on vient accompagner des entreprises, on fait vraiment des sessions d'information pour mobiliser justement l'écosystème et leur expliciter, bah voilà, telle structure, voilà les éléments sur lesquels elle a avancé. Il y a des fiches navettes qui existent, par exemple, qui ont été mises en place sur le territoire de la Haute-Garonne, qui permettent à un comité local du service public de l'insertion et de l'emploi, et donc qui réunit un certain nombre d'acteurs de l'écosystème, d'identifier quelles sont les entreprises ayant rempli ces fiches-là, qui explicitent dans ces fiches là où elles sont disponibles. Donc je dirais que justement, c'est en cours les outils qui permettent de mieux identifier et de mieux repérer ces structures, mais qu'il y a une part de ce travail de mise en proximité qui est à l'entreprise de prendre conscience déjà de ce qu'elle est en capacité de faire et du coup de venir en parler à l'écosystème, et avec plaisir pareil pour vous aider si besoin est à vous connecter sur les territoires. Il y a par exemple les collectifs emploi qui permettent de réunir un certain nombre d'acteurs autour de la table, et donc pour une entreprise d'avoir rapidement une visibilité auprès d'un grand nombre de structures de l'écosystème insertion. Pareil avec les comités locaux, SPIE que j'évoquais juste avant, etc., etc. Je ne sais pas si Sophie, tu as des éléments en complément. Ah bah, ça me paraît assez exhaustif. Là, comme ça. Ça marche. Non. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dans le chat. Je laisse juste quelques instants. J'avais eu aussi un retour, peut-être vous en faire part à ce moment-là, je vous ai exposé comment utiliser potentiellement cette grille en tant qu'entreprise vis-à-vis du recrutement, de comment est-ce que je me rends compatible finalement à ces publics. On l'a évoqué à plusieurs reprises avec Sophie dans le webinaire. Il y a un vrai sujet en réalité de quels sont parmi tous ces freins, toutes ces problématiques, lesquels en réalité peut-être touchent mes employés actuels, et sur lesquels est-ce que mes employés actuels souhaiteraient que je puisse agir. Ce qui me permet quelque part de faire d'une pierre deux coups, à la fois vu que c'est quelque chose qui est identifié pour mes salariés, bah, de travailler à leur maintien en emploi, et en même temps de travailler à quelque chose qui me permet de me rendre compatible avec d'autres publics. Et ben, si vous n'avez pas d'autres questions, à ce moment-là, je vais vous proposer de clôturer ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir échangé. N'hésitez pas à cliquer sur recevez nos docs et à remplir le petit formulaire pour qu'on vous envoie la grille justement complète de lecture, tous les éléments qui y sont associés. Et puis, vous souhaitant une très bonne journée à tous. Merci de votre attention. Bonne journée, au revoir.